C'est quelques mois après son arrivée au pouvoir, en 2012, que Xi Jinping avait annoncé la couleur en parlant lors d'un déplacement au Kazakhstan des nouvelles routes de la soie. En mandarin, Yidai Yilu, une ceinture, une route. Son intention à l'époque, c'était d'annoncer en 2013 donc un nouveau plan pour redéfinir les rapports de la Chine au reste du monde, plutôt que de proposer une formule ou un label pour imposer plus de cohérence à des échanges et à des transactions qui étaient à l'époque en train de se multiplier, mais de toutes parts et de toute façon. Depuis 10 ans, la réalité est restée un peu plus inégale, même bien plus inégale et plus disparate que ce que le label et nouvelles routes de la soie ne pouvaient suggérer à l'époque. Les banques publiques chinoises ont d'ailleurs multiplié de façon sans doute beaucoup trop rapide leurs prêts aux pays en développement sous cette fameuse bannière des nouvelles routes de la soie. C'était entre 2014 et 2008, avant de faire un peu machine arrière et de réduire ces crédits, une fois confrontés d'abord à des projets d'infrastructure qui étaient en friche, et ensuite à des risques de défaut de paiement, des fameux risques de dette souveraine. Dans certains cas, l'expérience chinoise a carrément été beaucoup plus amère. On l'a vu au Venezuela, où la Chine a les plus grandes difficultés du monde à se faire rembourser les dizaines de milliards de dollars qu'elle a prêtés au Venezuela en échange d'un accès très privilégié à son pétrole bon marché et donc aussi d'un moyen de pression sur les États-Unis. Mais dans l'ensemble, on pourrait dire que l'ambition originale et originelle de Xi Jinping demeure, seulement c'est les moyens qui marquent le pas. La Chine continue et va continuer à développer ses échanges avec des pays en développement, seulement à un rythme beaucoup plus lent, beaucoup moins effréné qu'il y a 5 ou 10 ans. Et ce qui est pertinent de voir, c'est que même si les crédits baissent, les champs d'intervention, eux, des Chinois en Afrique s'étendent. Ils s'étendent bien au-delà des ressources naturelles ou des infrastructures qui étaient un peu leur chasse gardée. Il ne faut pas non plus réduire l'influence de la Chine à ces quelques activités, certes stratégiques, parce que en fait la boîte à outils chinoise dans les pays en développement, dans les pays du Sud, ne cesse de s'élargir. Et la route de la soie digitale, par exemple, qui a été portée toujours par la Chine, promet notamment à tous ces pays qui sont très très intéressés pour avoir des solutions à la fois des équipements de télécommunications qui vont leur permettre d'accélérer le développement des smartphones, des villes connectées, et donc aussi l'administration et l'imposition, la sortie de l'économie informelle, on va dire, mais aussi des outils qui vont leur permettre de surveiller Internet, de surveiller la télécommunication. C'est par exemple un dossier emblématique de ce virage de la Chine qui est celui de Huawei. Huawei, c'est le premier fabricant de matériel de télécommunication mondial depuis 2018. C'est un groupe qui est en quasi-monopole sur le continent africain et qui a été créé en 1987 à Shenzhen par, comme par hasard, un ancien colonel de l'armée populaire de libération, qui est aussi un cadre du Parti communiste chinois. Huawei a été extrêmement freiné dans tous ses projets de développement ces dernières années, notamment dans la 5G et la 6G, par des soupçons d'espionnage qui sont devenus beaucoup trop forts, notamment sous la pression de Donald Trump et des Américains. Seulement, Huawei a dépassé Apple et Samsung pour devenir quand même le premier vendeur de smartphones au monde en 2020, avant d'être un peu contraint de revendre sa filiale de téléphonie Honor à un consortium chinois pour 15 milliards de dollars. Il faut dire qu'entre-temps, il s'était passé un cataclysme, un tremblement de terre, un événement qui certainement changera la face des 20 prochaines années et de cette guerre économique, mais que beaucoup de gens ont oublié. Cet événement a eu lieu en décembre 2018. C'est quand la fille du fondateur et la directrice d'ailleurs financière du groupe Huawei, Meng Wanzhou, a été arrêtée au Canada à la demande des autorités américaines qui l'accusaient de fraude bancaire et de fraude électronique. Grâce à, vous savez, l'extraterritorialité du droit américain, eh bien, un mois plus tard, ils ont pu retenir contre elle 23 chefs d'accusation, mais aussi contre Huawei et contre leurs filiales américaines et iraniennes. Les Américains, à ce moment-là, ont fait une demande d'extradition de la fille du PDG de Huawei aux autorités canadiennes, et l'administration Trump est allée encore plus loin en interdisant la vente d'équipements de réseau télécom de Huawei aux États-Unis et en faisant pression sur des dizaines de pays partenaires des Américains pour les dissuader d'acheter ce type de matériel à Huawei. Comment ? Les services de renseignement américains n'ont pas vraiment pu préciser en quoi le groupe chinois constituait une menace pour la sécurité des réseaux télécoms dans le monde. En tout cas, pourquoi il représentait une menace plus importante
que celle à laquelle ils sont déjà exposés au réseau de télécom américain. Pourquoi? Parce que les Américains, grâce à ce leadership qu'ils ont sur les télécommunications, ont accès au système d'information. Et aussi parce que c'est grâce à une coopération de très très longue date entre les renseignements américains et les industriels, les derniers étant d'ailleurs Google, qui a suspendu la mise à disposition de son système d'exploitation Android sur les téléphones Huawei, ce qui a fait chuter évidemment les ventes. Et puis en mai 2020, une interdiction carrément de l'administration Trump de fournir des semi-conducteurs à Huawei, qui sont indispensables à sa production. Cet embargo, sur la base des lois d'extraterritorialité justement américaines, s'est propagé, puisqu'en fait il touchait toutes les sociétés américaines. Et il a même touché le géant taïwanais SMSC, qui a cessé de fournir Huawei. La Grande-Bretagne, à l'époque, a emboîté le pas de ses partenaires historiques américains en excluant Huawei de tous ses projets de télécommunications, tandis que dans le même temps, Paris lui a déroulé le tapis rouge au président de Huawei. Le président Macron l'a reçu et il est venu investir pour lancer son centre de recherche et développement et sa première usine de fabrication hors de Chine, en Alsace. Seulement, le mal était fait. Le chiffre d'affaires de Huawei a chuté de 30%, et particulièrement celui de cette branche mobile qui a chuté de près de 50%. En 6 mois, la part de marché de Huawei est passée de 20% à 4%. Et le groupe chinois a dû vendre en novembre 2021 toutes ses activités dans les serveurs suite à ces sanctions américaines.